Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 13e webinaire Parlons foncier le direct, notre rendez-vous mensuel. Alors, vous souhaitez revoir ce webinaire ou visionner les précédents, retrouver l'ensemble de nos replays sur notre chaîne YouTube. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Claire Horry, je suis en charge de la communication à la SAFER Occitanie et j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire consacré aujourd'hui au foncier, agriculture et société. Alors, en rupture avec l'exploitation familiale traditionnelle, des fermes agricoles se profilent dans de nombreuses régions en France et dans le monde. Alors, avec nos intervenants aujourd'hui, nous allons évoquer plusieurs questions autour du foncier agricole, de l'objet sacralisé de la paysannerie de la Troisième République à la banalisation de l'outil d'exploitation moderne, ou encore accès au foncier pour et par l'agriculture, la grande diversification, et enfin, agriculture et société, complexité et idées reçues sur un lien indispensable. Donc, pour nous éclairer aujourd'hui, je suis accompagnée de François Purseigle et Frédéric André. Donc, n'hésitez pas Bonjour. durant ce webinaire, comme d'habitude, à pouvoir poser vos questions à nos intervenants et ils se feront un plaisir d'y répondre à l'issue de leurs interventions. Donc, sans plus attendre, j'ai le plaisir d'accueillir François Purseigle. Bonjour. Bonjour. Donc François Purseigle, vous êtes professeur de sociologie à l'Institut national polytechnique de Toulouse et à l'École nationale supérieure agronomique. Vous êtes Mhm. également l'auteur de plusieurs ouvrages comme Le nouveau capitalisme agricole, de la ferme à la firme, paru en 2017 avec Geneviève Nguyen et Pierre Blanc, et en 2013 avec Bertrand Herveux, un ouvrage Sociologie des mondes agricoles. Et depuis une dizaine d'années, vos activités actuelles de recherche portent sur l'évolution des formes familiales d'organisation du travail en agriculture. Et enfin, vous êtes à l'origine de deux chaires, la chaire Germéa et la chaire Innover dans les filières agricoles et agroalimentaires pour la qualité des territoires. Je suis ravie de vous accueillir. Merci. Merci Frédéric beaucoup. André, bonjour. Bonjour Claire. Frédéric, la SAFER est l'opérateur foncier régional agissant sur les espaces ruraux et périurbains dans les 13 départements de l'Occitanie, fort de ses 200 salariés. En 2021, elle a rétrocédé 20 000 hectares au travers de 2 500 opérations pour un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros. Société anonyme, elle exerce ses missions d'intérêt général sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et des Finances. Vous-même, vous êtes géographe. Votre parcours professionnel vous a amené à intervenir dans le développement économique dans les Alpes-Maritimes, puis le développement durable au sein de l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et vous êtes aujourd'hui directeur général de la SAFER Occitanie depuis mai 2017, après avoir été directeur général de la SAFER Languedoc-Roussillon. Donc pour démarrer tout de suite, donc comme je vous le disais, n'hésitez pas à réagir et à poser vos questions, on y répondra à la fin de cette intervention. Et on démarre avec une première question pour vous, François Purseigle. Le foncier est un objet particulier, particulièrement dès lors que l'on parle de foncier agricole. La relation entretenue par la paysannerie française avec le sol est forte, complexe. Alors François Purseigle, quel regard le sociologue que vous êtes portez-vous sur cette relation profondément ancrée dans l'histoire de notre société? Alors merci de me poser cette question-là, puisque effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui ne vont pas de soi, ou du moins qu'il est bon de rappeler. Pourquoi? Parce que la population agricole occupe aujourd'hui une place très singulière pour un certain nombre de raisons. Cette singularité de la place qui a été conférée aux paysans, puis aux chefs d'exploitation, aux agriculteurs, je dirais, dans la société française, est liée avant tout à une construction politique, une construction, je dirais même, républicaine. Si aujourd'hui nous avons encore 400 000 chefs d'exploitation, c'est parce qu'à un moment donné de l'histoire, on l'a voulu.
on l'a choisi. Et ça me paraît important quand même de rappeler cette singularité parce que c'est ce qui confère aussi encore aujourd'hui à l'agriculture et je dirais à la population agricole une force sociale, une force politique qui est même parfois décorrélée de son véritable poids démographique. Et en effet, je pense qu'on oublie trop souvent que si aujourd'hui on a encore des agriculteurs à l'échelle de nos territoires, c'est parce que la République française l'a voulu. Elle l'a voulu au sortir de la Troisième République. Il faut se rappeler quand même les déclarations de Gambetta qui disait il faut absolument que les paysans chaussent les sabots de la République pour que la République soit invincible. Donc, finalement, si on a encore aujourd'hui des espaces ruraux consacrés à l'agriculture, si un certain nombre d'espaces ruraux sont encore dévolus à la production agricole, si la France a fait le choix de ce qu'on va appeler le domestic system, c'est-à-dire le fait que les richesses à la fois agricoles et industrielles sont mélangées, hybridées à l'échelle de certains territoires, c'est parce qu'à un moment donné, on a fait ce choix-là. Ce choix-là n'a pas été fait de la même manière en Grande-Bretagne ou dans les pays du Nord. Donc c'est important quand même de se rappeler cette histoire très singulière. Il faut aussi se rappeler qu'on a fait le choix d'encadrer cette population, on a fait le choix de mettre en place un ministère de l'agriculture pour justement célébrer cette population et l'encadrer dans toutes ses fonctions. Ça, c'est quelque chose d'atypique. On oublie de rappeler que c'est quelque chose de très singulier. Et pourquoi ? Parce que, et je pense que c'est important de faire ce détour historique encore aujourd'hui, parce qu'on va considérer que le paysan qui, à l'époque, constituait la majorité de la société française, était capable de défendre les contours de la nation comme il était capable de défendre les contours de sa ferme. Et ça, c'est quelque chose qui a été très présent dans l'esprit de la Troisième République, de la Quatrième puis de la Cinquième République. C'est aussi pour ça que des politiques agricoles ont émergé, ont été construites à la faveur de cette population qui était capable d'assurer la souveraineté alimentaire du pays, non seulement parce que les paysans allaient au front en 1870, 1914 et puis en 1940, mais aussi parce qu'à l'arrière, un certain nombre d'actifs agricoles étaient là pour relever les défis. Et donc ça, c'est quand même important de considérer, notamment durant l'époque que nous traversons, qui est une époque assez complexe, une période de l'histoire très particulière, que ce choix a été fait. Et ce choix n'allait pas de soi, et que finalement, si on veut encore des agriculteurs à l'échelle de nos territoires, il ne s'agit pas simplement de considérer que c'est par essence qu'ils sont là, c'est parce qu'on l'a voulu à un moment donné. C'est-à-dire que finalement, un certain nombre de prédictions, et je pense notamment à un certain nombre de prédictions qui étaient celles de Marx à la fin du 19e siècle, auraient pu se réaliser si un certain nombre de politiques publiques n'avaient pas été mises en place pour faire en sorte que des paysans restent à la tête d'un certain nombre de fermes, puisqu'à l'époque, on parlait bien de fermes. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, et puis on va engager l'échange, c'est de considérer que durant le siècle passé, en fait, nous sommes passés de la ferme familiale paysanne gérée par un bon père de famille, l'ensemble des actifs familiaux vivaient à peau et à feu commun, à l'exploitation familiale à 2 UTH, a été le grand combat des jeunes agriculteurs formés à l'école de la JAC dès les années 20, années 30, à cette exploitation qui était sous-tendu et qui reposait sur un projet économique. Donc on a eu, durant la première moitié du XXe siècle, un abandon des projets patrimoniaux au profit de projets économiques. Et ça a été le grand combat de toute une génération, que de faire en sorte que le couple, et non seulement, et pas seulement, je dirais, la famille élargie, puisse acquérir un outil économique. Et c'est sur cette base-là que se sont construites aussi les grandes lois foncières. C'est-à-dire que pour faire parvenir, c'est-à-dire pour faire en sorte qu'on s'extrait de la ferme familiale paysanne, qui, je le rappelle, était quand même un lieu d'oppression, à l'exploitation à 2 UTH, il fallait absolument que ces couples accèdent à un foncier qui ne devait pas être regardé uniquement comme une rente. Bon. Donc ça, c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent, mais pour passer de cette ferme familiale paysanne à cette agriculture de couple, consacrée par les politiques publiques et consacrée par la loi d'orientation de 60-62, il a fallu mettre en place un certain nombre de dispositifs. Or, aujourd'hui, on voit bien qu'on est passé peut-être à une 3e étape, c'est-à-dire que la période contemporaine s'ouvre sur une efflorescence d'entreprises, alors même que la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle consacrait en fait
un modèle d'agriculture familiale relativement homogène. On est face aujourd'hui à un éclatement des structures sur lequel on reviendra, je pense, durant la seconde partie de ce webinaire. Merci beaucoup François Pursègle pour cet éclairage historique. Je rappelle que vous êtes professeur des universités à l'ENSAD de Toulouse. Alors de son côté, les SAFER sont bien entendu partie prenante de ces évolutions. Depuis plus de 60 ans, elles protègent et elles orientent le foncier agricole. Frédéric André, est-ce que l'analyse du directeur général de la SAFER Occitanie rejoint celle de François Pursègle ? Oui, oui, complètement. Et avant ça, je voudrais dire que je suis particulièrement content d'accueillir François Pursègle aujourd'hui pour ce webinaire. Hein. Les webinaires de la SAFER Occitanie ont bien entendu pour vocation de traiter des problématiques et des enjeux liés au foncier, puisque c'est l'objet sur lequel nous travaillons à la SAFER. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a souhaité avoir des éclairages parfois vraiment très centrés sur nos missions, notre activité, les problématiques de terrain, mais aussi, et c'est le cas aujourd'hui, avoir un pas de côté ou un pas de recul en l'occurrence. Et c'est pour ça que l'apport de François Pursègle là, sur cette vision des dynamiques sociétales et du foncier me paraît tout à fait intéressant. Et ce que je viens d'entendre ne fait que me confirmer dans l'intérêt qu'on a à l'accueillir. Alors, rapidement, parce que je pense que c'est à François Pursègle vraiment d'animer essentiellement ce webinaire. Moi, ce que je dirais, c'est que on a voulu cette paysannerie, on a voulu, c'est un choix de société, et donc on a voulu les affaires en quelque sorte, puisque François Pursègle rappelait le mouvement des Jacques dans l'entre-deux-guerres, qui a, je dirais, abouti au mouvement des jeunes agriculteurs à la sortie de la guerre, et ce sont eux qui se sont battus pour qu'il y ait un outil sur le foncier. Donc les SAFER en sont nés, elles sont les opérateurs des politiques publiques. Donc politiques publiques qui ont fait qu'un certain nombre de lois foncières ou de lois d'orientation agricole ont pu faire évoluer cet outil. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait singulier, puisque les SAFER, depuis leur création, voilà, plus de 60 ans, ont toujours été en quelque sorte un peu le miroir de ces mutations sociales, économiques, et qu'elles se sont constamment adaptées à ces mutations. Donc, ce qu'on observe, par exemple, actuellement, c'est le fait que, mais on y reviendra sans doute, l'installation change de forme, elle se diversifie. On est passé, je reprends les termes de François, l'entreprise familiale à 2UTH, le couple d'agriculteurs, avec la transmission à l'enfant, donc ce qu'on appelle la transmission dans le cadre familial. On est passé de ce modèle qui était vraiment le modèle essentiel à un modèle aujourd'hui beaucoup plus varié, et aujourd'hui on voit que ce qu'on appelle le hors cadre familial, dans nos jargon un petit peu technocratique autour de l'installation, ce hors cadre familial a pris largement le pas sur le cadre familial, mais je pense qu'on aura l'occasion de voir ce qui induit ce type d'évolution. Merci beaucoup Frédéric André. Je rappelle que vous êtes directeur général de la SAFER Occitanie. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nos intervenants y répondront à la fin de leurs interventions. Alors, nous avons vu avec vous, François Pursègle, comment la relation au foncier a pu évoluer pour arriver aujourd'hui à une forte diversification des modèles d'accès et de valorisation par différentes formes d'exploitation. Alors, au carrefour entre investissement financier, jeu des acteurs économiques, aménagement du territoire, le foncier agricole aurait-il trouvé aujourd'hui une forme d'équilibre en tant que support sociétal ? Alors, ça va être difficile pour moi de répondre par l'affirmative ou la négative directement à cette question. Juste quelques éléments sur le fait que quand même l'époque a changé. Les outils de politique foncière ont été pensés pour accompagner
une forme d'exploitation qui correspondait à un modèle. Hein. Ce modèle, c'était celui, je l'ai rappelé tout à l'heure, de l'exploitation à 2 UTH. Que constate-t-on aujourd'hui? Malheureusement, j'enfonce des portes ouvertes, vous connaissez ces chiffres-là, on a un effacement drastique de la population des chefs d'exploitation, je dis bien des chefs d'exploitation, au profit donc d'une population qui est quand même beaucoup plus éclatée, avec des va-et-vient, des changements générationnels qui sont très très forts, hein, une incapacité dans certaines filières à trouver des repreneurs pour ces entreprises qui ne collent pas forcément avec la demande d'installation qui est celle de ces nouvelles générations, même d'agriculteurs ou de fils d'agriculteurs ou de néo, hein. Et donc il y a quand même un décalage qui s'opère entre l'offre et la demande, donc on arrive difficilement à renouveler ce qu'on appelle les générations, et peut-être que le défi demain ce sera celui avant tout du renouvellement des actifs, et en ce sens il est nécessaire d'imaginer ce que seront de nouveaux dispositifs de politique foncière pour accompagner pas seulement des chefs d'exploitation mais quand même des acteurs de la production agricole qui prendront des visages forcément différents parce qu'on est au pied du mur. Il va falloir sauter l'obstacle, mais il est clair que dans 10 ans, le paysage de la population agricole aura profondément changé, puisque d'ici 2026, 50% des exploitations auront l'âge de la retraite. Alors vous allez me dire, tout le monde ne partira pas à la retraite, et il y aura des processus aussi, ou du moins de la rétention autour de chefs d'exploitation qui, pour des raisons liées à des dispositifs de politique publique, resteront en place, mais quand même, malgré tout, on va avoir des changements de main qui vont s'opérer, et on va avoir peut-être des créations d'activités qui vont se faire même à côté de certaines exploitations qui sont en place. Donc l'un des grands défis, l'un des grands enjeux, c'est pas tant d'installer, mais c'est de faire en sorte que l'offre et la demande en matière de structure d'exploitation arrivent à coïncider. Tout simplement parce que derrière les exploitations à 2 UTH, eh bien, sont adossés des outils de collecte, de transformation, je pense à des caves coopératives, à des outils de conditionnement des fruits et légumes. Et la grande difficulté aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les porteurs de projets, qui sont parfois des enfants d'agriculteurs ou des néos, eh bien, considèrent que les structures qui sont en place sont des structures dans lesquelles ils vont pouvoir mettre en place leurs projets. Et ça, c'est vraiment le défi que de trouver les outils pour que ça marche au moment même où les structures d'exploitation éclatent. Alors, ce qui est très intéressant, c'est quand même de constater que moins ils sont nombreux, plus les chefs d'exploitation portent des projets qui sont différents. Moins ils sont nombreux, plus le recours à des formes traditionnelles de main-d'œuvre eh bien, s'estompe. On l'a vu hein, dans les dernières données de l'enquête structure. Alors, on n'a pas encore les chiffres consolidés du RA, mais on va s'employer à travailler sur les données individuelles. Mais le traitement des données individuelles de l'enquête structure montrait quand même que c'était les exploitations qui sont prédominantes, c'est-à-dire de type familial ayant recours à de la main-d'œuvre, qui voient leur nombre chuter de manière très importante, au profit d'exploitations qui ont recours de plus en plus à du salariat ou à des formes d'associations nouvelles, voire à des formes de délégation. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir que face à l'incapacité qu'ont les familles agricoles à trouver des repreneurs et des bras sur leurs exploitations, eh bien, 3 stratégies se mettent en place qui relèvent à la fois de la délégation, de l'association ou d'une activité salariale de manière prépondérante. Donc ça, c'est quand même important d'imaginer que, en plus, cette montée en diversité sur le plan de l'organisation du travail est liée à une montée en complexité sur le plan juridique des entreprises agricoles qui, pour 59% d'entre elles, correspondent à des sociétés. Et je rappelle quand même un chiffre de la MSA, 10% quand même des chefs d'exploitation en France appartiennent, ou du moins sont dans plusieurs sociétés agricoles. Donc ça en dit long. Ça en dit long quand même sur le rapport quand même au foncier. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a fait de l'exploitant familial un petit propriétaire foncier qui était plutôt dans une seule structure de type individuel. Là, on voit bien quand même que les choses changent, tout simplement parce que ce phénomène sociétaire renvoie non seulement à des logiques d'optimisation, mais renvoie aussi à la nécessité de trouver des structures adaptées à des ambitions de diversification des activités que seules les exploitations civiles d'exploitation ne permettent plus. Donc là, il est quand même important quand même d'avoir à l'esprit qu'il va falloir changer de façon de considérer l'agriculture dans ce cas-là de plus banal. C'est-à-dire que moi, ce que je constate, c'est que d'une certaine manière, l'entreprise agricole, cette exploitation agricole se banalise. Elle se banalise et donc il faut arriver à en prendre acte. Alors on peut être un petit peu déstabilisé par le fait que aujourd'hui, l'entreprise agricole, c'est de plus en plus une société dans laquelle des parts s'échangent. Mais finalement, il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles on en est arrivé là, parce que les familles sont de plus en plus complexes, parce que la volonté de dissocier la gestion de la main-d'œuvre du capital foncier et du capital d'exploitation se fait de plus en plus criante. Alors ça, c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit.
Parce que finalement, l'exploitation en plus familiale ne relève pas forcément d'un faire ensemble de type familial. Et on voit bien aujourd'hui que pour répondre à des difficultés liées à la prise en charge du travail à l'échelle des exploitations, eh bien, de nouvelles façons de prendre en charge le travail et d'une certaine manière, la gestion foncière émerge. Et moi, ce que j'observe sur le terrain, on a réalisé depuis maintenant 10 ans des grandes enquêtes sur le développement de la délégation du travail. On voit bien qu'il y a des logiques de recentrage. Aujourd'hui, certains agriculteurs ne peuvent plus tout assumer. Hein. C'est le cas d'un certain nombre d'éleveurs qui parfois même ne se retrouvent pas en situation de faire alliance à travers des collectifs, à travers des CUMA, et donc délèguent tout ou partie du travail. Donc finalement, on a de nouvelles figures d'assistance à maîtrise d'ouvrage au sein des espaces ruraux qui font leur apparition. Alors c'est quelque chose qui déstabilise énormément les représentations que l'on avait et je dirais même les clichés que l'on avait du travail agricole, mais qui témoignent quand même de ce qui s'est passé il y a 30 ou 40 ans dans l'industrie. C'est-à-dire que finalement, tout comme un industriel fait appel à des sous-traitants pour prendre en charge tout ou partie d'une activité industrielle, eh bien, de plus en plus d'exploitants agricoles ont recours à ces formes de prise en charge du travail. Et c'est vrai aussi. Alors, on parle souvent des entreprises de travaux, mais les agriculteurs ne sont pas en reste. Un certain nombre d'agriculteurs, sans avoir créé de société dédiée, font du travail à façon. Un certain nombre de coopératives, un certain nombre de CUMA développent des chantiers complets, c'est-à-dire de la prestation payante et non pas simplement au service de leurs adhérents. Et donc, on voit quand même que finalement, notamment pour les grandes cultures, un certain nombre d'acteurs viennent suppléer, voire prendre en charge le travail. Donc, de toutes ces évolutions, il va falloir arriver à reconsidérer les cadres de l'accompagnement en matière de politique foncière. Parce que finalement, on voit bien que la prise en charge du travail est de plus en plus compliquée dans des exploitations qui ont des difficultés parfois même à embaucher. Hein. Vous le savez, aujourd'hui, les exploitants et la crise de la Covid a montré une chose, hein, c'est quand même le degré de fragilité quand même des exploitations familiales qui étaient de plus en plus dépendantes d'un travail saisonnier salarié. Et donc, il est important quand même d'avoir ça à l'esprit pour bien comprendre que finalement, la politique foncière qui est la nôtre se doit forcément d'évoluer parce que les besoins changent. Hein, c'est-à-dire qu'on a des acteurs nouveaux qui vont prendre en charge plus ou moins un certain nombre d'activités agricoles. Et ça me paraît d'autant plus important d'avoir ça à l'esprit qu'on est dans un contexte de crise sans précédent. Hein. On en appelle aujourd'hui à la souveraineté et à la capacité des agriculteurs à relancer l'appareil productif agricole. Mais au moment même où on en appelle aux agriculteurs pour s'engager dans un effort lié à un contexte marqué du sceau des incertitudes, il faut s'interroger sur ceux qui seront en capacité de faire, puisque finalement, on est dans un contexte de crise et on considère encore que les exploitants, finalement, n'ont pas changé. Et que, finalement, il s'agirait, dans un claquement de doigts, de faire en sorte que tous ces agriculteurs se mettent à produire. Sauf que, finalement, on oublie que, très souvent, leur capacité à produire eh bien, implique un recours à de nouvelles façons, non seulement de prendre en charge le foncier, mais aussi, je dirais, plus largement, l'acte de production. Sans prendre les questions, mais peut-être pour des éléments de compréhension, pour les éléments que vous évoquez, on nous demande si ce sont des statistiques nationales ou régionales, et ensuite, quelle est la signification de CP, de culture par CP. Voilà, peut-être juste pour nous éclairer là-dessus. Ce sont des statistiques nationales. En fait, on a exploité les données de l'enquête structure et du RA. Donc là, vous avez des chiffres nationaux. Dans un département, par exemple, comme la Haute-Garonne, c'est pas moins de 20 000 hectares qui sont délégués intégralement à des tiers. Sur l'OTEX, 15 grandes cultures. C'est grosso modo 20% des exploitations céréalières qui sont déléguées intégralement à des tiers. C'est à peu près 14% des exploitations de ce même département. C'est un peu similaire aux chiffres qu'on observe dans un département comme l'Eure. Bon. Mais ce qui est quand même assez intéressant, au-delà de ces logiques finalement de délégation intégrale, c'est de voir qu'il y a des logiques de recentrage, hein, c'est-à-dire, on dit souvent, mais les agriculteurs n'ont qu'à faire ensemble et se mettre ensemble pour réussir à mutualiser.
Sauf que quand on fait du terrain, on se rend compte d'une chose, c'est que quand il reste encore 2 voire 3 agriculteurs sur un canton, c'est bien, mais c'est pas suffisant pour faire collectif. Et donc, c'est aussi pour ça qu'émergent de nouvelles façons de prendre en charge le travail. Hein. Ce n'est pas simplement par plaisir, ce n'est pas simplement parce qu'ils n'ont plus d'appétence pour le faire ensemble. C'est aussi parce que les capacités de faire ensemble dans certains territoires sont, somme toute, assez limitées. Et ça, malheureusement, il faut, même si ça peut perturber, il faut quand même en prendre acte. Il faut en prendre acte tout simplement parce que il en va de la capacité de certains agriculteurs à pouvoir faire le travail. C'est-à-dire qu'il faut quand même se dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, là, si on veut qu'un certain nombre d'exploitations céréalières puissent pallier les difficultés qu'on va rencontrer d'ici quelques semaines, il va falloir imaginer que ce ne sont pas simplement des exploitants à la papa qui vont faire le travail sur leurs exploitations. Hein. Il faut se dire que bon nombre de quintaux de céréales vont sortir de ces exploitations qui sont déléguées partiellement ou intégralement à des tiers. Et que finalement, l'effort qui va demander et qu'il va falloir consentir va passer par une multitude d'acteurs. On y reviendra. Oui, on y reviendra. Il faut quand même l'intégrer. On reviendra là-dessus, mais ça en dit long quand même sur les mutations qui ont cours. Merci beaucoup François Purseigle. Alors du coup la présentation, vous pouvez la retrouver dans Documents, vous pouvez télécharger la présentation de Monsieur Purseigle. Alors Frédéric André, le rôle de la SAFER est de préparer le foncier aux enjeux de demain et dès aujourd'hui pour faciliter l'accès au foncier et à l'installation. Donc je pense que vous avez été interpellé par l'intervention que vient de faire Monsieur Purseigle. Comment la SAFER s'adapte-t-elle aux tendances qu'il met en avant? Alors déjà, si on peut laisser afficher cette carte là de France, je trouve ça passionnant. Enfin, moi, j'écoute avec beaucoup d'attention le propos de François Purseigle, et on voit bien aussi sur cette carte où se jouent les problématiques qui sont évoquées par François Purseigle, et on voit bien aussi là où il y a intérêt à peut-être mieux réguler. Hein, et c'est tout le sens de la loi Sempastous qui a été votée en fin d'année et qui va permettre d'avoir aussi un regard en matière d'orientation et de régulation du foncier sur tous les phénomènes sociétaires. Alors quand je dis tous, pas tous justement, parce que l'agriculture innove, se modernise constamment et les montages sociétaires sont quelque chose maintenant de bien ancré, mais y compris dans le modèle familial, c'est-à-dire qu'on a environ 80% de cession de foncier par des parts sociétaires qui concernent la famille. Mais en revanche, sur les 20%, on a aussi parfois des phénomènes d'accaparement, et donc au niveau des affaires, on s'efforce de maintenir les équilibres, tout en étant bien entendu conscient de ce que rappelle François Purseigle. Aujourd'hui, il y a une logique d'exploitation du foncier qui peut passer par les formes qu'il évoque. Alors, nous, dans les affaires, on est opérateur des politiques publiques, et on est donc quand même toujours dans la logique de maintenir un modèle autant que possible d'exploitation familiale. Pourquoi ? Parce que ce sont ces exploitations familiales qui ont le plus d'impact positif en matière d'aménagement du territoire et de vie dans les territoires. Et à ce titre-là, on est particulièrement inquiet sur le devenir de l'élevage, parce que quand vous regardez cette carte, vous voyez les massifs, et dans ces territoires dont certains sont frappés par ce qu'on appelle la diagonale du vide, et une très forte déprise rurale, on sait ce que peut apporter l'élevage dans ces territoires. Nous, notre crainte dans les affaires, finalement, c'est qu'on aboutisse en prolongeant ces évolutions-là, demain, à une agriculture sans agriculture. Alors, ça peut paraître paradoxal. Oui, François ? Alors, je voudrais nuancer quelques éléments, parce que je pense que on a bel et bien
on assiste bel et bien à la fin de l'agriculture conjugale. Hein, et je pense que la question qu'il faut, les éléments qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que on a des structures d'exploitation qui sont familiales avant tout pour des raisons capitalistiques. Hein. Mais quand je regarde les chiffres, et notamment de l'INSEE, 80% de chefs d'exploitation qui n'ont pas de conjoint travaillant avec eux sur l'exploitation. Hein. Seuls 20% des chefs d'exploitation en France ont un conjoint qui travaille sur une exploitation agricole. Et la majorité, c'est dans une autre société civile d'exploitation. Donc, finalement, l'exploitation du couple a volé en éclats depuis maintenant 15 ans. Donc, quand on parle d'exploitation... Peut-être aussi parce qu'on a vu sur un autre graphique qu'il y a une relative féminisation du statut de chef d'exploitation et qu'aujourd'hui, certaines femmes, au lieu d'être la conjointe du chef d'exploitation, sont elles-mêmes des chefs d'exploitation. Voilà, tout à fait. Beaucoup, hein. Tout à fait. Alors, la question qui est posée, parce qu'il y a une question dans le chat, est-ce que ça remet en question la notion de JA qui doit être maître ? Effectivement, si on considère que l'exploitant agricole en 2022 doit tout faire sur son exploitation, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'on ne va pas parvenir à répondre à certains défis. C'est-à-dire que si on est encore engoncé, je dirais, dans une vision du chef d'exploitation, polyculteur-éleveur qui fait tout, alors même qu'il est seul sur son exploitation, on n'arrivera pas à attirer de nouvelles générations. Il faut quand même considérer que le recours à la délégation peut suppléer l'incapacité que les familles ont à trouver des membres de leur famille pour faire le travail, voire même à insérer des salariés. Donc, il faut faire attention. Pour moi, ce phénomène n'est pas antinomique avec l'installation. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui de nouvelles générations qui, quand ils décident de reprendre une exploitation agricole, ont envie avant tout de vivre dignement de leur métier. Et ils n'ont pas forcément, parce que leur femme ou leur conjoint travaille à l'extérieur, de tout faire sur une exploitation. Et notamment les éleveurs, je dirais, ont besoin de solutions pour pouvoir justement être en capacité de prendre en charge ce défi qui est celui de la polyculture élevage. Et donc là où il faut être vigilant, c'est qu'il faut faire attention à ne pas tout mélanger par rapport à ces évolutions. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire, face à ces évolutions du recours à la délégation, mais attention, c'est antinomique avec l'installation. Ce que je ne crois pas. Je crois au contraire qu'on a des dispositifs de délégation qui peuvent constituer des outils au service du portage foncier. Encore pas plus tard qu'il y a 3 semaines, j'étais dans une CUMA de l'ouest de la France et je discutais avec un élu de cette CUMA qui, en fait, depuis 10 ans maintenant, avait pris en charge l'intégralité des cultures d'une exploitation qui était celle d'un autre adhérent de la CUMA et qui attendait le retour de sa fille sur l'exploitation. Celle-ci était en études, notamment, loin de l'exploitation. Et donc, la prise en charge pour compte de tiers par la CUMA a permis à un moment donné justement de prendre en charge. C'est-à-dire qu'on peut avoir aussi des solutions vertueuses. Tout n'est pas négatif dans les évolutions qui ont cours aujourd'hui. Donc là, vraiment, je tiens à souligner, parce que je fais du terrain et je me rends compte que les choses sont beaucoup plus complexes, qu'il n'y a pas que des logiques d'abandon, qu'aujourd'hui, un chef d'exploitation n'est pas forcément toujours en mesure de tout prendre en charge. Et d'autre part, je dirais que les nouvelles générations ne souhaitent pas assumer toutes les activités qui étaient celles de leur père ou de leurs parents. C'est-à-dire que quand vous avez même un enfant d'agriculteur qui reprend une exploitation, ce que je peux vous dire, c'est que très souvent, il ne souhaite pas reproduire le schéma familial. Et il souhaite se libérer du temps, tout simplement parce qu'il va considérer que dans la vie, il n'y a pas que l'agriculture. Et donc, finalement, il faut quand même, à mon avis, se départir de représentation que l'on a d'un chef d'exploitation qui serait partout. C'est-à-dire que le fait de pouvoir être à la fois dans la salle de traite et sur le tracteur devient quasiment impossible pour certains. Donc, c'est quand même très important d'avoir quand même ces éléments-là à l'esprit, parce que, si vous voulez, le recours à la délégation n'est pas simplement le fait d'un retour de logique de rente. Ça peut l'être, mais ce n'est pas que ça. Et je pense qu'il faut avoir une vision moderne de l'entreprise agricole, qui est une entreprise qui se banalise. Ça ne viendrait pas, je vais prendre juste pour terminer, ça ne viendrait pas à l'esprit d'un observateur de la vie économique de dire qu'un industriel français n'est pas véritablement un industriel à partir du moment où il sous-traite. La plupart des grands industriels français, la plupart des commerçants, la plupart des chefs d'entreprise, même dans le BTP ou ailleurs, ont recours à de la délégation. Donc finalement, ce qu'il est en train d'advenir dans le monde agricole relève de cette banalisation. Et donc, en soi, c'est peut-être une rupture par rapport à notre conception que l'on avait du travail des chefs d'exploitation, mais
finalement, vous savez, je pense que les nouvelles générations sont avant tout attachées à avoir un revenu à la fin du mois qu'avoir un statut. Si s'installer, c'est avoir un statut, mais ne pas pouvoir assumer le fonctionnement d'une exploitation, eh bien, ça en dit long sur le fait qu'au bout de 5 ans, un certain nombre de jeunes quittent le métier. Parce que ce qu'on observe aussi, c'est que dans des départements où ça installe beaucoup, ça sort beaucoup au bout de 5 ans. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi, au bout de 5 ans, ceux qui avaient un projet d'installation ne sont plus là. Et ils sont parfois plus là parce que finalement, leur système, qui était tellement fondé sur une coïncidence entre toutes les activités, fait que ça pète à un moment donné. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à avoir une vision un peu moderne de ce qu'est l'exploitation, certes peut-être familiale pour des raisons capitalistiques, mais qu'il est de moins en moins en termes d'exercice du métier. Ça me paraît sociologiquement important d'avoir ça à l'esprit. Alors, il y a un juge de paix qui est toujours le modèle économique, et donc l'agrandissement, on a vu qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce modèle-là, puisque dans cette logique de recherche je dirais, de viabilité économique, on a bien vu que les entreprises agricoles ont accru leur emprise foncière, et ces phénomènes d'agrandissement aujourd'hui arrivent parfois à ce qu'on peut appeler des monstres intransmissibles, parce que le capital foncier, le capital d'exploitation, pour des raisons fiscales ou tout simplement économiques, deviennent impossibles à transmettre. Nuance dans la nuance, bien évidemment, la modernisation de l'agriculture, François, peut passer par ces voies. Hein. Aujourd'hui, finalement, une entreprise n'est plus forcément propriétaire de ses murs. Oui, tout à fait. L'activité n'est pas de disposer de murs, mais de délivrer des produits, des services. Et on voit qu'on observe cette évolution-là dans l'agriculture, puisque moi, depuis 10 ans, hein, dans les comités techniques de la SAFER, alors je rappelle que ces comités techniques sont des instances tout à fait originales, hein, puisqu'on retrouve un peu tous les acteurs du monde rural, hein, les agriculteurs, les banques, l'administration, l'environnement. Et j'ai bien vu l'évolution où on est passé du modèle un peu sacro-saint, j'exploite et je détiens le foncier, à un découplage où finalement, non seulement on peut accepter de ne pas détenir le foncier que j'exploite, et je vais y revenir sur les solutions qui peuvent être proposées, mais en même temps, et de plus en plus aussi, c'est après tout, je dirais, la carrière agricole ne peut être qu'un temps dans ma vie professionnelle, et ça fait partie de la grande diversification je dirais, de l'agriculture et des gens qu'on voit arriver dans l'agriculture. Je parlais tout à l'heure de l'évolution vers le modèle hors cadre familial, c'est aussi le modèle hors agriculture. Hein. On accueille de plus en plus de personnes qui ne sont pas issues de l'agriculture et qui ont une vision justement qui pousse à la modernité dans la manière d'exploiter les entreprises agricoles et auquel il faut proposer autre chose. Hein. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup actuellement. Hein, notre métier, c'est de favoriser l'accès au foncier. Donc on s'efforce de travailler énormément sur tout ce qui peut permettre de proposer des modèles alternatifs d'accès au foncier. Alors c'est du portage, hein, tout simplement. Alors le portage, il peut être je dirais, utilisé avec différents moyens. On est actuellement avec la région Occitanie sur la mise en place d'une foncière qui permettra d'installer l'agriculteur avec la possibilité pour lui d'acquérir le foncier s'il le souhaite, et qui permettra, je dirais, de neutraliser la charge financière de l'amortissement de l'achat du foncier pendant 6, 7, 8 ans, ce qui permet d'allouer les ressources d'exploitation sur le matériel, sur la distribution, sur l'activité propre de l'entreprise. Et on retrouve bien ces modèles à caractère plus moderne. On travaille beaucoup aussi, je prendrai un exemple, dans le département de l'Hérault, la moitié des caves coopératives sont sous convention avec la SAFER, puisque nous avons la capacité de stocker du foncier pour le mettre à disposition des agriculteurs. Et on a un partenariat, on voit ici une image qui l'illustre, hein, qui nous permet, avec la cave coopérative, de faire des installations progressives de coopérateurs
toujours pareil, en évitant qu'ils se prennent je dirais, plein pot, si j'ose dire, la variable économique de l'amortissement du foncier. Et c'est un modèle qui marche très bien. On a un partenariat aussi avec Terra Hominis. Terra Hominis, c'est un organisme qui monte ce qu'on appelle des GFV, des groupements fonciers viticoles, où le foncier finalement est détenu par des actionnaires de parts, des parts de valeur assez limitée, de l'ordre de 1200 à 1500 euros chacun. Ils sont payés en bouteilles, ils sont payés en venant faire les vendanges et en faisant la fête. Donc c'est un modèle sociétal là aussi totalement différent qui est fortement développé par notre ami Ludovic Aventin. On est partenaire avec Terre de Liens. Terre de Liens, c'est aussi un modèle je dirais, de foncière sur un créneau qui est le créneau du pion. Mais donc, ça marche aussi et on les accompagne. On est leur opérateur foncier. Donc, on voit que ce modèle de la détention du foncier, du faire-valoir direct, est en train, là aussi, de se diversifier. Et tout notre enjeu, c'est d'être bien présent sur ces modes d'accès au foncier. Oui. De toute façon, je pense qu'il va falloir innover parce qu'on a de nouvelles générations de porteurs de projets qui ne se projettent pas dans l'activité agricole sur les temps aussi longs que ceux de leurs parents ou des générations précédentes. C'est quand même assez frappant de considérer qu'aujourd'hui, quand on est agriculteur, on se considère agriculteur le temps d'une génération et le projet qu'on met en place n'est pas conçu forcément au service des générations futures parce qu'un père de famille aujourd'hui ne souhaite pas forcément assigner à son fils la fonction d'exploitant qui est la sienne. Donc ça, là aussi, on est entré dans la modernité et tant mieux, mais ça pose des questions en matière de durabilité des systèmes d'exploitation et tout simplement parce que l'installation, même dans une famille agricole, ne va pas de soi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dis souvent, il ne faut pas aller chercher la main de l'investisseur chinois ou étranger pour comprendre pourquoi le modèle de l'exploitation familiale vacille. Je pense que le premier adversaire de l'exploitation familiale en France, c'est la famille elle-même. C'est-à-dire que les familles sont les premières actrices de la rétention. Et on le voit aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller chercher des investisseurs lambda pour considérer qu'il va y avoir des stratégies d'accaparement. Je pense que, si vous voulez, on a des outils aujourd'hui qui ne correspondent plus forcément peut-être aux modalités d'exploitation désirées par certaines générations. C'est-à-dire que aujourd'hui, s'il y a du recours à la délégation, c'est parce que l'outil fermage ne fonctionne plus comme hier. Il faut quand même l'admettre à un moment donné. Il va falloir arriver à dépoussiérer un certain nombre d'outils qui ne correspondent pas à ce qu'attendent des familles agricoles qui pourraient voir arriver sur leur terre aussi des projets. Donc, je pense qu'il va falloir quand même admettre des changements qui, jusqu'alors, n'étaient pas considérés comme admissibles. Alors, je sais que ça peut faire grincer des dents. Peut-être que derrière l'écran, certains se disent non, il faut rester de toute façon sur un schéma qui est celui qu'on a hérité. Mais jusqu'à quand Parce que finalement, il faut quand même s'interroger sur les raisons pour lesquelles on assiste aux évolutions que j'ai pu dépeindre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'elles sont des réponses aussi à l'incapacité parfois que l'on a à faire évoluer certains outils. Et je pense qu'on est au pied du mur. On est vraiment au pied du mur, que ça ouvre des perspectives, vous en parliez tout à l'heure, nouvelles avec de nouveaux dispositifs qui, immanquablement, feront que le rapport à la question foncière sera différent. Voilà. Alors, c'est perturbant, mais ça ouvre des perspectives nouvelles, à mon avis, assez stimulantes aussi. Alors, merci François Purseigle, merci Frédéric André. Pour respecter quand même le timing, parce que là, on va déborder, mais je ne voudrais pas passer quand même à côté d'une question d'actualité. On sait qu'actuellement, il y a un conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et que ça met en cause deux acteurs majeurs de la production céréalière. Alors, il y a des dérèglements en cours, la hausse des charges qui est liée aux intrants, à l'énergie, donc tout ça, ça inquiète le monde agricole. Du coup, je souhaite avoir vos points de vue rapides sur cette situation. François Purseigle, vous en parliez un peu tout à l'heure. Du coup, quelles seraient vos recommandations pour prévenir les conséquences sur notre agriculture? François Purseigle. Difficile pour moi, je suis pas compétent pour répondre à une telle question, si ce n'est que, vous le voyez, on est dans un contexte incertain.
alors même que nos structures sont quand même relativement fragiles. C'est-à-dire que finalement, on va en appeler aux agriculteurs, mais il faut bien avoir à l'esprit ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ce degré de dépendance à l'égard de la main-d'œuvre salariée, ce degré de dépendance à l'association ou à la délégation. Et finalement, on se tourne aujourd'hui vers ces agriculteurs qui doivent répondre à cet effort de guerre, entre guillemets, mais il ne faut pas oublier qu'ils auront parfois plus ou moins la capacité d'y répondre. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit quand même vigilant. On n'est pas face à une population qui, comme en 14-18, va justement participer à l'effort de guerre parce qu'on avait une population paysanne qui était 10 fois plus nombreuse il y a un siècle qu'aujourd'hui quand même. Donc finalement, l'appel de la nation à sa population agricole sera forcément un appel qui se devra d'être différent parce que les structures ne sont pas les mêmes. Si vous voulez, les ressorts de la capacité qu'auront les agriculteurs à contribuer à cet effort de guerre ne seront pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Donc, ça ne va pas être que simple. Mais je n'ai pas de réponse. Merci quand même pour cette réponse. Frédéric André, de votre côté, vous voulez réagir ? Oui, très simplement, et toujours sur l'aspect finalement action, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre sur le terrain. Donc le président de la SAFER, Dominique Granier, est très désireux que la SAFER prenne une initiative. Donc on est en train de regarder ça. La situation, on l'a évoqué dans d'autres webinaires, hein, c'est quand même qu'on a du foncier disponible. On a du foncier disponible, on a des stocks à faire, on a du foncier détenu par des privés, mais aussi et surtout par des collectivités qui, je pense, seraient tout à fait favorables à avoir une action sur ce sujet-là. Donc, on peut très bien, avec nos outils, ce qu'on appelle la CMD, la Convention de mise à disposition, qui déroge au bail du fermage, on peut très bien sécuriser une opération temporaire qui viserait à mettre en valeur ce foncier non utilisé. Mais on va retomber sur ce qu'évoque François, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut des bras. C'est pas tout d'avoir le foncier, il faut des bras, il faut des moyens, mais pour autant, on est en train de regarder ce que la SAFER pourrait faire pour faire quelque chose de significatif sur le sujet. D'accord, très bien. Merci à tous les deux. Je rappelle que vous êtes respectivement François Purseigle, professeur des universités à l'ENSAD de Toulouse, et Frédéric André, géographe de formation et directeur général de la SAFER Occitanie. Alors, je vais prendre une question dans le chat. On a beaucoup de réflexions. Nos intervenants les lisent au fur et à mesure. Mais du coup, on avait une question, peut-être François Purseigle. Les changements actuels sont-ils liés à une volonté politique, comme à la fin du 19e siècle, ou à d'autres critères? Est-ce que vous auriez une réponse simple? Non, je pense qu'en fait, c'est difficile pour les politiques de prendre en charge cette diversité. On voit bien aujourd'hui que l'agriculture, c'est une pluralité de situations. Un agriculteur, c'est à la fois un commerçant, parfois un artisan, parfois un grand chef d'industrie. Donc, il est beaucoup plus difficile pour les politiques publiques d'accompagner une diversité de modes de vie, une diversité de projets entrepreneuriaux. Et c'est ça qui rend les choses difficiles dans la construction d'une politique publique en matière agricole. Parce qu'un certain nombre d'agriculteurs et leurs familles dépendent davantage de politiques sociales, d'autres de politiques territoriales et d'autres de politiques économiques. Donc, si vous voulez, finalement, la question du rapport au foncier est forcément différente d'un projet entrepreneurial agricole à l'autre. Donc, c'est de plus en plus difficile de répondre de manière homogène. Et ça veut dire que c'est un travail de dentelière, de précision qui doit s'opérer aujourd'hui, de haute couture, je dirais, parce qu'on est face à une pluralité même, je dirais, de secteurs d'activité, finalement, derrière le mot agriculture. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même on voit bien qu'on est dans l'impasse parfois pour construire un projet qui permettrait d'embrasser l'ensemble de ces réalités. Et c'est ça qui est difficile, d'arriver à penser la coexistence, non pas des modèles, mais la coexistence des formes d'organisation de la production agricole. Parce que finalement, on assiste à la fin des modèles. Et ce n'est pas parce que les agricultures familiales prédominent en France qu'il s'agit d'un modèle. C'est une pluralité de modèles. D'accord, merci beaucoup. Une dernière question avant de clôturer ce webinaire. La gestion du foncier ne doit-elle pas passer par une réforme du droit de propriété et de fermage afin de fluidifier l'exploitation des terres au maximum?
Alors là, je préfère que Monsieur André réponde. Oui, alors bon, c'est un sujet particulièrement sensible au sein des instances agricoles, hein, puisque mais François l'a abordé à un moment donné. Il y a ce statut du fermage qui a été voulu, mais qui a été voulu il y a une soixantaine d'années pour favoriser et sécuriser l'installation des jeunes. Or, aujourd'hui, objectivement, on se rend compte que ce statut est un facteur bloquant, je le dis très simplement, hein, dans la fluidification justement du foncier. Hein. On a parfois des phénomènes de rétention liés à ce fermage. Alors, c'est un sujet, enfin non pas tabou, hein, je le dis, mais très sensible au sein de la profession agricole. Je ne doute pas que dans les années à venir, ça soit mis en chantier, de même que la grande loi foncière qu'on attend et qui prendra en compte tout ce que François Purcell a évoqué aujourd'hui, hein, cette diversité, cette diversification des modes d'exploitation agricole. Et donc, ça, il faut vraiment le souhaiter. Alors, comme c'est difficile de conclure un webinaire comme ça, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais peut-être se lancer, François Purcell, le mot de la fin avant de nous quitter. Ben, je dirais, ne nous interdisons pas de penser ce milieu dans la modernité qui est la sienne et qui le caractérise aujourd'hui. Et je pense que, certes, c'est perturbant, mais acceptons des changements qui pouvaient apparaître comme inacceptables hier. Finalement, on est à un virage. Il faut admettre que les choses seront différentes demain. C'est pas grave. Au contraire, c'est à mon avis source de développement et de richesse. Voilà, moi je suis assez positif même par rapport à ce qui se passe. Mais il est clair que le producteur agricole demain ne sera pas forcément le chef d'exploitation d'aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric André, de votre côté. Oh, ben, très simplement, beaucoup de joie vraiment, hein, à dialoguer avec François Purcell. Je pense que tout ce qu'il a évoqué était frappé au coin de l'intelligence et des recherches qu'il mène. Hein. Donc, je suis moi très content que via les webinaires de la SAFER Occitanie, on ait pu faire profiter un large nombre ces réflexions. D'ailleurs, je donne rendez-vous à François Purcell et à ceux qui veulent l'entendre à notre Parlons foncier sur le terrain, dans l'Ariège, le 19 octobre, dans les Hautes-Pyrénées, pardon, dans le 19 octobre. On le retrouvera avec un plaisir renouvelé. Je l'en remercie. Merci. Merci beaucoup Merci à à tous les deux. Merci François Purcell, merci Frédéric André pour cette collaboration. Merci à vous tous de votre participation. Alors, vous pouvez retrouver ce replay en ligne dès demain. Restez en ligne pour nous aider à améliorer du coup nos webinaires. Une enquête de satisfaction vous sera proposée. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 21 avril, où nous accueillerons Stéphane Linou, qui est consultant spécialiste du rapport essentiel entre l'alimentation et la sécurité et qui est ancien conseiller départemental dans l'Aude, du coup, donc qui a écrit un livre que nous voyons ici, et donc il dialoguera avec Dominique Granier, donc président de la SAFER Occitanie. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et encore merci à nos intervenants. Très bonne journée, au revoir. Merci.